Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus. Et avec Philippe David, bonsoir Philippe David. Bonsoir Cécile de Ménibus. Et bonsoir à vous qui nous écoutez. Merci en tout cas de votre fidélité à Sud Radio. Vous pouvez, vous savez, jusqu'à 20h. Même on va finir jusqu'à même 21h ce soir avec Philippe David, bien entendu. 0826 300 300, pas mal de choses à dire aujourd'hui, ça c'est clair. Autour de cette table, Philippe Bilger est avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir ma chère Cécile. Philippe, mon cher Philippe, que j'ai réveillé le dimanche matin parce que j'avais confondu avec alors, je vais vous raconter l'histoire. Il m'a envoyé son tour de table de l'actualité hier à 7h30 du matin. Ouais, c'est bien. Je lui ai dit, mais on est dimanche, c'est pas aujourd'hui les vraies voix. Oui, mais il y a des gens qui anticipent. Voilà, j'espérais bénéficier encore, ma chère Cécile, de votre confusion, mais vous ne m'avez pas appelé Philippe Bilger. Ah ouais, non. Franchement, c'est faux. Maintenant, nos rapports commencent à devenir en quelque sorte empreint d'une forme de banalité. Mais pas du tout. Samuel Boto est avec nous, expert en communication chez Step Conseil. Bonsoir Samuel. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Et donc je le disais, vous 0826 300 300 et au sommaire de cette émission, on va revenir bien entendu sur ce jour de vérité à l'Assemblée nationale, hein, le vote de confiance qui devrait renverser François Bayrou. On le saura aux alentours de 19h, Philippe. Ah oui, alors la question du jour, quelle est la meilleure solution pour l'après Bayrou? Eh bien, vous dites à 84% une démission du président, à 11% une dissolution, à 4% un nouveau Premier ministre et à 1% un gouvernement Bayrou 2. Alors pour moi, la seule solution... C'est François Bayrou qui a voté. Et les Palois. Pour moi, la seule solution, c'est qu'une démission du président, puisque démission du président présidentielle, ça ouvrirait théoriquement les perspectives d'une majorité pour un nouveau président aux législatives, mais je ne me fais aucune illusion dans ce domaine. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et puis parlons avenir, puisque la France a cette croisée de chemin dans cette crise politique. Quel gouvernement pour sauver la France, Philippe? Alors oui, on vous pose cette question. Est-ce que vous voulez un gouvernement de gauche pour 9% des auditeurs, du centre pour 1%, tiens c'est comme Bayrou 2, vous voulez à 48% un gouvernement de droite et à 42% un gouvernement de la société civile. Alors pour moi, aucun gouvernement ne peut tenir avec l'Assemblée actuelle, mais la France n'ayant jamais été aussi à droite, ce serait quand même assez surprenant qu'il n'y ait pas un gouvernement de droite. Et ben voilà, avec toutes ces informations, on sera ensemble jusqu'à 21h. On vous souhaite la bienvenue. Je rappelle le numéro 0826 300 300 avec Maxime aux commandes et Aude qui vous attend à ce numéro. Tout de suite, le grand débat du jour. Votre soutien, sans lequel je ne pourrais pas poursuivre ma mission, je le demande à l'Assemblée nationale sur un seul point, mais décisif, le constat de la situation du pays. Mesdames et messieurs les députés, vous avez le pouvoir de renverser le gouvernement, mais vous n'avez pas le pouvoir d'effacer le réel. Le réel demeurera inexorable. Les dépenses continueront d'augmenter plus encore. Et le poids de la dette, déjà insupportable, sera de plus en plus lourd et de plus en plus cher. Les vraies voix Sud Radio. Philippe Bilger, pour revenir un petit peu en arrière, on imaginait sincèrement qu'en demandant le vote de confiance, cette issue était fatale en fait. Oui, mais lui-même, là, pour une fois, François Bayrou, et ça peut arriver à d'autres, dans les temps anciens, a péché par naïveté d'une certaine manière, alors qu'il est tout sauf naïf. Il a cru que le Rassemblement national, évidemment, voterait la confiance en sa faveur, et Marine Le Pen a une phrase clé: quelle erreur il a commise lorsqu'il a cru que son intérêt politique venait coïncider avec mon intérêt personnel. Je crois qu'il a commis une grave erreur d'analyse et ça n'est pas très original que de dire qu'en réalité, il aurait dû, comme l'a dit le président Sarkozy, il aurait dû faire l'inverse. C'est-à-dire voir si la censure était jouable et pourquoi pas, et puis éventuellement aller dans un processus de confiance où là, évidemment, c'est suicidaire. Ah oui, il s'est carrément fait harakiri, François Bayrou. En plus, rappelons une chose, il est le premier ministre de la Ve République à utiliser le 49-1. Oui. Alors, le 49-3, il a été utilisé à tire-larigot, notamment sous certains premiers ministres, mais là, c'est le premier à utiliser le 49-1. Mais moi, j'ai l'impression, je me dis que finalement, François Bayrou est béarnais, mais il a joué à la roulette belge.
Vous connaissez la différence entre la roulette russe et la roulette belge? C'est le nombre de balles. Enfin, c'est la façon dont dans la roulette russe, il y a 5 trous, une balle. Dans la roulette belge, il y a 5 balles, un trou. Alors évidemment, c'est un peu plus dangereux. Mais moi, j'ai vu un harakiri politique quand il a annoncé le 49-1. Et je n'imagine même pas comment il a pu imaginer que le RN lui voterait la confiance. Samuel Botton. Non, je pense qu'il agit en connaissance de cause. Moi, j'avais tenu une prise de position où je pensais naïvement à un moment qu'il pouvait survivre jusqu'à janvier, en s'empêchant justement cette motion de défiance, de censure, ce que vous voulez, et en faisant reconduire exactement le même budget à l'identique. Il a choisi, du moins il le pense, sa sortie. Il a sans doute commis quelques erreurs d'appréciation, mais je ne peux pas imaginer une seule seconde qu'il ait pensé qu'il serait maintenu par le Rassemblement national, qui avait besoin de remettre de l'agitation. Et aujourd'hui, ça pose une vraie question. Moi, où je lui en veux à François Bayrou, c'est non pas sur ses 9 mois en tant que Premier ministre, c'est plutôt sur les 3 années qu'il a passées au Haut Commissariat au Plan, où il n'a rien planifié du tout, puisque aujourd'hui, nous sommes dans une situation de crise, que ce soit politique, économique et de régime, et puis surtout, c'est 40 ans de vie politique, François Bayrou. Donc aujourd'hui, vouloir me faire pleurer sur sa situation et... Mais moi, quand j'ai vu son discours, j'ai cru que c'était une autocritique. Il ose dire que l'éducation nationale va mal. Mais il n'a pas été ministre de l'éducation. C'est pas le seul. Ça y est, vous allez me traiter de populiste, on est habitué. Mais c'est un raisonnement vrai. Mais non, mais c'est comme si, prenant votre existence dans sa plénitude, à un moment donné, vous aviez fait une bêtise et que ça vous interdisait de dire la vérité. C'est pas une, c'est que ça ou presque. Allez, 0826 300 300, Samuel, je vous donne la réponse tout de suite, la parole, avec cette possibilité. C'est la question du jour. Quelle est la meilleure solution de l'après-Bayrou? Est-ce que c'est une dissolution, une démission du président ou un nouveau Premier ministre, ou retrouver effectivement François Bayrou? Allez-y. Moi, je vais vous répondre très simplement. Il y a une municipale qui arrive dans 8 mois. Oui. Si on veut ajouter de la confusion à la confusion, 6, et encore plus dégoûter les Français des élections et des votes, alors oui, organisons une dissolution, demandons à Macron de démissionner et frappons-nous toutes les élections qu'il va y avoir. Pour vous, c'est quoi la bonne solution? Je pense qu'on doit tous acter que ce qui se passera jusqu'à la fin du mandat, ça sera un gouvernement d'affaires courantes. Et je vais vous dire, je pense que c'est pas plus mal, au vu de toutes les tempêtes qu'on a traversées. Mais ça veut dire que quoi? C'est maintenir Bayrou en statutaire? Non, pas Bayrou. Maintenir au moins un statu quo sur les affaires courantes. Aujourd'hui, je ne vois pas un autre budget pour la prochaine année que celui de l'année dernière et encore celui de l'année d'avant, et faire en sorte déjà d'apaiser un peu plus les Français, de rétablir du lien et surtout de s'attaquer à des vraies problématiques. Il y a 5 piliers à prendre en compte: éducation, sécurité, pouvoir d'achat, santé, et je vous laisse le plaisir du dernier, mes chers Philippe, et essayer d'accentuer là-dessus. Allez, Philippe Bilger. Là, je ne crois pas, Samuel. Il n'est pas possible qu'on se contente jusqu'en 2027 de gérer les affaires courantes. Je ne dis pas que ça va être facile de trouver un Premier ministre qui fasse une espèce de synthèse peut-être tordue entre la gauche socialiste et la droite, mais je crois qu'il est fondamental, ils l'ont tous dit. C'est ce que nos institutions réclament, Philippe. Qu'il y avait urgence. Mais il faut... Moi, je ne crois pas non plus au status quo. Je suis entièrement d'accord. Oui, là, je change. Je suis d'accord avec Philippe Bilger. Bravo. On ne peut pas, alors, vu la situation financière du pays, vu la situation économique, vu la situation internationale, continuer avec un gouvernement de briques et de broc qui gouverne uniquement parce qu'il n'est pas censuré. Ça nous fera le 9e Premier ministre, tout va bien. Ah oui, c'est sûr, mais après le 10e et puis après le 11e, si on raisonne comme ça. Qu'est-ce qui garantit aujourd'hui, en l'état, dans la situation qui est la nôtre, qu'un nouveau président assure aussi une majorité à l'Assemblée nationale? Rien ne vous dit. Un nouveau Premier ministre, vous voulez dire? Non, un nouveau président. D'accord. Le président démissionne, vous avez une présidentielle, vous avez des législatives anticipées, et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui vous garantit que le gagnant de la présidentielle aura une majorité à l'Assemblée nationale? Rien. Ce n'est pas les mêmes modes de scrutin, Philippe. Je n'ai jamais vu une assemblée aussi dispersée, et je pense qu'il y aura encore plus de dispersion à l'avenir. Alors, il y a une chose qui se passe toujours quand un président est élu avec notamment une dissolution 81-88 ou depuis l'alignement du quinquennat, c'est-à-dire 2002, c'est que les Français votent systématiquement pour le président pour qui ils ont voté. Le seul cas où ils ont donné une simple majorité relative, c'était en 2022. Mais 2022, sur on va dire l'élection par malentendu. On n'a pas eu de campagne. On n'a pas eu de campagne. Et deuxièmement,
Les 2 fois, je le dis, en 2017 et 2022, Emmanuel Macron a été élu, surtout sur la peur de Marine Le Pen, mais pas sur autre chose. Allez, vous êtes plutôt Samuel, Philippe Bilger ou Philippe David, 0826 300 300, si vous voulez bien entendu évoquer quelle est la meilleure solution à l'après Bayrou, une dissolution, une démission du président, un nouveau Premier ministre ou un gouvernement Bayrou 2. Pour l'instant, je crois que Bayrou 2, c'est 1%. Voilà. C'est forcément quelqu'un de sa famille. Allez, on vous attend, on est ensemble jusqu'à 21h. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile de Ménibus. Et en cette journée un peu chaotique, bien entendu, on sera avec vous, Philippe David, et vous, 0826 300 300. On va garder Samuel aussi Botton jusqu'à 21h. Avec aussi. grand plaisir. Parce que il a de la chance, lui, Philippe Bilger nous abandonne. Voilà. Oui, je vous abandonne, mais c'est à regret, ma chère Cécile. Il préfère la télé à la radio. Non, mais vous comprenez, chez Pascal Pro, je parle beaucoup trop, c'est ça le problème. Allez, ce 0826 300 300, quelle est la meilleure solution pour l'après Bayrou? Une dissolution, une démission du président, un nouveau Premier ministre ou un gouvernement Bayrou 2? Avec Martin qui est avec nous au 0826 300 300, qui nous appelle de Rouen. Bonsoir Martin. Bonsoir. On vous écoute Martin. Alors, pour répondre à votre interlocutrice précédemment, ça peut paraître surprenant. Moi, ce que je conçois, c'est qu'en l'état, il faudrait que M. Bayrou demeure encore en qualité de Premier ministre. Ah, c'est vous le 1%, d'accord, du sondage. Il en faut. Alors, en revanche, c'est ce que Philippe Bilger disait. Il l'exclut totalement. Mais vous pensez que ce serait bien, pourquoi ? Dans l'état actuel des choses, le gouvernement de M. Macron est sur la fin, pour ne pas dire complètement déclinant. On pourrait comparer à un bateau qui cherche son capitaine, mais qui n'a plus de gouvernail. Donc, en soi, quel homme politique, quel parti serait prêt à entrer dans un gouvernement et prendre des coups à 2 ans des présidentielles? Qui serait prêt à faire ça? Il n'a pas tort, Martin. Oui, mais c'est vrai, Je crois que Martin sous-estime la fascination, l'attraction qu'exerce le pouvoir, même dans les temps les plus difficiles qui soient. Allez-y, Martin. On en trouverait un, ou une. Oui, on en trouverait. Mais après, on peut très bien faire les fonds de tiroir. Écoutez, j'ai entendu le nom de M. Bertrand. M. Bertrand, excusez-moi, M. Bertrand, qu'est-ce qui pèse politiquement aujourd'hui? Le président des Hauts-de-France. Oui, certes. Mais quelle grande tête d'affiche accepterait de devenir Premier ministre, ou du moins qui a une certaine visibilité. Regardez Olivier Faure, je ne sais pas si vous considérez que c'est une tête d'affiche, mais Philippe. Ah ben non, mais je suis entièrement d'accord. Après, il y a les arrière-pensées politiques. Et n'oublions pas qu'on est à 18 mois de la prochaine présidentielle et que beaucoup n'y pensent pas qu'en se rasant, soit dit en passant. La liste est longue quand même. La liste est longue. Des présidentiables. Mais l'analyse de Martin est très juste. Je ne sais pas quelles sont les intentions de François Bayrou pour les 2 ou 3 prochaines années, mais je dois au moins lui reconnaître qu'il a compris une chose: on ne passe pas directement de Matignon à l'Élysée. Donc si son ambition c'est l'Élysée pour 2027, il a bien fait de partir maintenant. Et toute la question, c'est de savoir qui est-ce qu'on met aujourd'hui. Moi, j'ai toujours tendance à avoir cette faiblesse pour une personnalité issue du monde de l'entrepreneuriat ou de la société civile, mais se poserait aussi cette question: qu'est-ce qui nous garantit qu'une personne comme ça n'a pas de conviction politique et n'agira pas en fonction de ses croyances? Donc, à partir de là, ça bloque un peu le problème. Et après, il y a les noms qu'on voit arriver systématiquement, donc Darmanin, Le Cornu et quelques autres. Sauf que, malheureusement, j'ai peine à être convaincu. Et toute la question, c'est comment le président peut s'assurer une majorité partielle qui lui permette de ne pas tomber encore une fois. Martin, vous, qui vous verriez à la place de François Bayrou? Vous? Moi Déjà, franchement, vous me posez un petit peu une colle, parce que, pour citer un homme célèbre, je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. En fait, la grande difficulté, et Martin sera peut-être d'accord avec moi, c'est qu'il faut trouver une personnalité qui soit acceptable par la droite et admissible par la gauche. On en a une dont on parle hier ou avant-hier et qui est plausible, ce serait Bruno Lombard. Puisqu'on l'évoque beaucoup. Il cocherait les deux cases. C'est un fantasme de la Macronie, Philippe. Non, mais il cocherait les deux cases. Bruno Lombard. Vous cherchez une licorne. Oui. C'est quelqu'un qui plaise à tout le monde, c'est compliqué dans ces temps un peu tendus. Oui. Non, mais excusez-moi, je vais faire des mathématiques, je crois que c'est niveau 5e.
ce sera pas le plus grand dénominateur commun, ce sera le plus petit multiple commun, c'est-à-dire celui ou celle sur qui on pourra peu ou prou s'entendre. Oui, Laurent Wauquiez appelle à des compromis avec des gens entre guillemets qui ne partagent pas forcément les mêmes opinions. C'est très vaste. C'est pas si vaste que ça. Hein. Ouais. Je pense que dans son langage à lui pour la gauche, ça va de Montebourg à Cazeneuve, pas plus. Ah oui, c'est très étroit quand même. C'est un trou de souris, comme on dit. Exactement. Oui, un chat d'aiguille, il existe. Mais ça veut dire Rassemblement National aussi ? Non, le Rassemblement National, j'imagine, dans la logique qui a été défendue, reste de côté au même titre que LFI. Et après, toute la question, c'est celle du Bloc central, des Républicains et forcément du Parti Socialiste. Après, il y a une autre question qui est taboue, mais qui ne l'est plus pour moi, c'est de se dire, cette grande union des droites à un moment ou à un autre, il faudra qu'elle arrive. C'est-à-dire, je ne vois aucune différence entre le Rassemblement National d'aujourd'hui et le RPR des années 80-90. Donc, soit on continue à se cacher et on fait comme si de rien n'était, on combat le Rassemblement National, soit on accepte qu'elle rentre dans une logique de droite. Allez, merci beaucoup Martin. On fait une petite pause, on revient dans un instant et on revient sur tout de suite avec Majin qui est avec nous et on va revenir sur cet événement incroyable, record historique pour le plus grand événement caritatif en ligne de France. Les vraies voix Sud Radio. Et oui, Cécile, imaginez plus de 48 heures non-stop en live, des défis fous, des cris de joie à chaque don qui s'affiche et à la fin, un record historique, 16 millions d'euros récoltés pour des associations. On les écoute, c'était cette nuit. Félicitations, 16 173 874 euros. Et oui, on peut entendre la joie des streamers à cette annonce. C'est un record qui dépasse de loin les 3 éditions précédentes avec les 10 millions récoltés. Cette année, jamais la mobilisation n'avait été aussi forte. 350 streamers en ligne, dont une quarantaine sur place à Montpellier. Cette année, ces dons vont à des associations comme la Ligue contre le cancer. Pour en parler avec nous ce soir, on la retrouve, Kitri Lanta. On l'avait reçue au début de l'événement vendredi soir. Oui. Et elle est donc directrice de la transformation en santé et à la Ligue contre le cancer. Bonsoir Madame Lanta. Oui, bonsoir. Alors après ce week-end de folie en direct sur Twitch, j'imagine que c'est l'euphorie pour vous, 16 millions d'euros, ce qui est énorme, puisque quand on vous a eu vendredi, l'opération était commencée depuis 1 heure, c'était déjà 600 000 euros, et là pour le coup c'est inespéré. C'est totalement inespéré. Je n'avais plus beaucoup de voix non plus ce matin parce que les associations criaient au moins aussi fort que les streamers. Donc effectivement, c'était une ambiance électrique, une joie, mais alors plus que débordante pour les associations. Et pour la Ligue, ça représente un don exceptionnel de 3,2 millions. Donc ça va être un accélérateur absolument fantastique pour un bon nombre de nos projets. Alors, quel projet par exemple, ce qui est important pour nous en tout cas d'en parler, l'occasion de vous donner la parole? C'est génial et je vous en remercie. On a 3 axes majeurs. Le premier, ça va être de financer la recherche autour de la douleur en cancérologie, parce que malheureusement, elle n'est pas suffisamment prise en compte. Donc on va lancer un appel à projet vraiment autour de la douleur. Et on va également, vous savez, on fait le prix Axel Kahn qui récompense les personnalités qui ont réalisé des travaux majeurs autour de cette thématique. Ensuite, on va enfin pouvoir lancer une application qui sera le portail d'information unique autour du cancer pour que chaque personne puisse trouver une bonne information au bon moment, fiable, personnalisée. Et enfin, nous allons avoir 10 camionnettes équipées, un peu comme des vannes quand on part faire du surf. Vous pouvez dire des minibus, hein, ça me va aussi. Surtout qu'on a 2 minibus sur Sud Radio. Donc. Voilà, des petits minibus ou des petites camionnettes équipées. Et l'idée, c'est d'aller à la rencontre des populations qui sont isolées, qui sont dans des territoires où on est moins connecté, où on a moins accès justement à l'information, au dépistage, à l'accompagnement si on est une personne malade. Et donc l'idée vraiment, c'est de faire une différence significative en termes de survie, de séquelles si on a été malade et de qualité de vie. Vous vous rendez compte, Philippe Bilger, 16 millions d'euros sur Twitch, c'est énorme. L'importance des influenceurs. Si j'osais, ma chère Cécile, c'est pour les plus âgés, il faudrait Twitch again. Twitch again. Bravo, Philippe, bravo. Qui pardon, d'introduire du sérieux dans une chose épouvantable, véritablement, qui a
un succès fou. C'est une Je n'avais révolution. jamais entendu parler de Twitch. C'est extraordinaire, C'est extraordinaire. En tout cas, on est très heureux pour vous, Kitri Lanta. Merci beaucoup. Et on pense à tous les malades, bien entendu. Exactement. C'est vraiment les streamers étaient très très émus. On a eu à la fin, quand l'émotion est retombée, tout le monde était dans les bras les uns des autres, parce que vraiment ils avaient conscience qu'ils faisaient du bien, et du bien pour les personnes malades, pour notre association et les autres qui étaient également représentés. Et ben voilà. Dans cette journée un peu compliquée, vous êtes un petit peu notre étoile. Ça nous fait vraiment plaisir, et en tout cas, embrassez-les bien pour nous, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous restez avec nous. Merci à vous à nouveau. À très bientôt. Dans un instant, le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Philippe David. Eh bien, écoutez, je vais prendre le contre-pied de Françoise Degois ce matin dans le grand matin de Patrick Roger. Pour moi, la 5e République n'est pas morte. Avec vous, Philippe Bilger. Moi, je vais parler d'un possible béatifié de 15 ans. Oui, et avec vous, Samuel Botton. Le nouveau Front populaire, d'une espérance pour la gauche à une Ford empoigne. Ah ok, ben voilà, on reste en politique. Allez, à tout de suite. 0826 300, Aude vous attend au standard, à tout de suite. Twist again. Non mais... Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile de Ménibus. Avec Philippe David, bien sûr, jusqu'à ce soir exceptionnellement, jusqu'à 21h. Vous pouvez d'ores et déjà, vous le savez, appeler Aude si vous voulez participer tout au long de cette émission, mais même jusqu'à après 20h. 0826 300 300, on sera ravis de vous accueillir. Avec autour de cette table Samuel Botton qui est avec nous. Samuel, vous êtes un commentateur, vous êtes aussi vous travaillez avec des clients, sur la stratégie, en expertise. Sur tout ce qui est stratégie, affaires publiques, relations publiques également, et forcément, parce que nos métiers ont évolué, énormément de questions en lien avec l'influence. Voilà, c'est ça. Et Philippe David, il est amateur de foot. C'est ça. Voilà. Et moi, supporter du même club que Samuel Botton. Je suis impressionné quand j'entends expert, moi ça me fait peur. Ouais. Moi je pense à Valérie. Valérie Expert, qu'on retrouve tous les matins sur Sud Radio. On avait compris. On l'avait compris, mais c'est bien de rappeler l'horaire avec Gilles Gansman, et on les embrasse. C'est beaucoup plus dur de placer un jeu de mots avec Gansman. Ah ouais, vous avez 2 heures. Voilà, tout de suite le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Philippe Bilger, vous m'indignez. Vous voulez que je vous éclate? On ne résout pas les problèmes par la violence. Mais vous êtes un trouillard. Philippe Bilger est au taquet. Ce ne sont pas des cons, ce sont des délirants, c'est beaucoup plus grave. Le tour de table de l'actualité. Une actualité un peu dingue qui date presque de 2006, parce que depuis 2006, on se pose la question de cet influenceur de Dieu, Carlos Acutis. Moi, j'aime beaucoup le sacré. Vous avez remarqué comment dans cette émission, j'élève généralement le niveau en quittant le profane par rapport à Philippe David. Mais plus sérieusement, c'est une nostalgie, ma chère Cécile, mon cher Philippe. Quand j'étais au collège à Montargis, il y avait parfois des retraites, 3 jours de retraite, et c'était un grand bonheur parce qu'on ne travaillait plus et on pouvait lire des livres de saints, des vies de saints, et notamment un jeune saint de 12 ans qui s'appelait Dominique Savio. Et quand j'ai vu que ce très jeune Carlo Acutis, mort à 15 ans d'une leucémie, allait être béatifié, ça m'a fait un choc. D'abord, j'aime énormément, je vais très vite, l'idée que un tout jeune homme comme ça puisse être béatifié. Ça montre que la foi, quand on l'a, n'est pas qu'une affaire de vieilles personnes. Et ensuite, vous l'avez très bien dit, Cécile, il s'occupe des ordinateurs. C'est quelque chose qu'on n'est pas habitué à voir dans une jeune vie comme ça. On l'appelle le geek. Et j'ajoute que, en réalité, il avait une qualité fondamentale qui était d'être très secourable pour les plus vulnérables et tous ceux qui allaient encore plus mal que lui alors qu'il était à l'hôpital, qu'il allait mourir. Alors, ce qui était étonnant, et vous le verrez, c'est que sa dépouille depuis 2006 est restée intacte. Peut-être Philippe ? Mon tour de table ? Non, si vous vouliez réagir, non. Je connais le destin de Carlo Acutis pour plusieurs raisons, un destin aussi beau que tragique, et je trouve que c'est beau de lui avoir rendu hommage ce soir dans Les Vraies Voix. Oui, il est...
Ah mais c'est bravo. Voilà, ok, Non, très bien. Philippe David, la 5e République est-elle morte? Ah bah tiens, on va écouter un son dans le grand matin. On a un président de la République qui ne peut plus gouverner et qui s'acharne à gouverner. Voilà pourquoi je vous dis que la 5e est peut-être morte ce soir. Merci Françoise de Gois, vous revenez. Alors c'est Françoise de Gois ce matin, dans le grand matin de Sud Radio, et moi je crois que la 5e République n'est pas morte. La 5e République, elle traverse une tempête. Elle traverse une tempête, pourquoi? Parce qu'elle a des hommes politiques qui ne sont pas à la hauteur, contrairement à ce qu'elle était il y a bientôt 70 ans, elle a 67 ans, la 5e République, ou même il y a 50 ou 40 ans, il y a aujourd'hui un problème d'homme. Moi, je crois que la 5e République n'est pas morte, mais qu'il faut revenir aux fondamentaux. Et le premier des fondamentaux de la 5e République, c'est donner la parole au peuple, c'est le référendum. Il y a 20 ans qu'on n'a pas fait de référendum. Le dernier référendum envisagé par Emmanuel Macron, ça a duré 24 heures tellement les gens riaient, c'était sur les rythmes scolaires. On va dire, on fait le mercredi ou le jeudi, on revient au jeudi comme dans les années 60. Bref, c'est n'importe quoi. Moi, je crois que la 5e République n'est pas morte. C'est un problème de personnel politique, c'est un problème de dérive des institutions, parce que notamment le quinquennat a été une énorme erreur, surtout avec l'inversion du calendrier électoral. Le quinquennat aurait été valable si on avait passé, par exemple, les législatives à 4 ans. Mais ça ne veut plus rien dire. Donc oui, non, la 5e République n'est pas morte. Il faut juste revenir aux fondamentaux et surtout avec un personnel politique haut niveau. Vous avez raison, Philippe, parce qu'en réalité, à chaque fois qu'on a une crise, Alain Duhamel a eu raison de souligner le caractère totalement exceptionnel en disant il y a à la fois une crise de politique, une crise de société. Oui. Mais vous avez raison, à chaque fois qu'il y a une telle crise, on dit on va changer de 5e République. Vous avez totalement raison, elle peut tenir, tout dépend du personnel et de la manière dont on gérera ce qui pour l'instant est inédit. Mais il n'y a pas de raison que la 5e ne parvienne pas à résoudre cette problématique. Donc la solution, c'est effectivement un gouvernement d'union nationale qui irait du Parti socialiste aux Républicains. Alors ça, j'y crois pas du tout. Non, cela dit, je suis en partie d'accord avec ce qui a été dit. Juste un point, je pense qu'il n'y a rien d'infamant à dire que la 5e République, à un certain point, a peut-être besoin d'un petit coup de jeune, que ce soit sur la représentativité de ses assemblées, je pense au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Est-ce que nous avons besoin d'autant de parlementaires? La question, c'est aussi la qualité des parlementaires, comme vous l'avez dit, mais c'est surtout à un moment, de quelle manière le peuple peut-il sonner la fin de la récréation et demander à tous ces gens-là de s'accorder, d'arrêter d'agir sur des calendriers personnels et de se mettre réellement à bosser ensemble. Il y a des bonnes idées de partout, il faut juste les prendre et s'harmoniser. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a une phrase très intéressante, ma chère Cécile, ne riez pas, de Gabriel Attal, qui a dit tout à l'heure, non mais réellement elle est très juste et très profonde. Il a dit, ça n'est pas au peuple de régler les problèmes du Parlement, c'est au Parlement de régler les problèmes du peuple. Absolument. Et je trouve que c'est tout simple, mais c'est un peu la clé de notre désordre d'aujourd'hui. Et Samuel, l'ENFP d'un mouvement d'espérance pour la gauche à la foire d'Empoigne en 9 mois en fait. J'ai fait un rêve cette nuit, c'était un vrai retour en arrière. J'étais il y a 1 an et 2 mois quand je voyais François Ruffin sur les chaînes d'infos expliquer qu'il fallait un nouveau front populaire pour partir à la conquête de ces législatives. Sur le papier, j'ai été séduit par cette hypothèse à certains égards. J'imaginais du moins qu'elle aurait retenu LFI en dehors de cette union parce qu'il y avait le précédent de la NUPES et qu'on savait comment ça allait se terminer. Et aujourd'hui, qui peut être surpris de la tournure des choses? J'ai vu Marine Tondelier, Olivier Faure être traités comme des paillassons et par Jean-Luc Mélenchon et par son état-major, et même par des collaborateurs parlementaires de députés de la France Insoumise. Et même après ça, je les vois quand même quémander de l'attention, rejoindre des mouvements avec eux, continuer à proposer des choses, alors que pour s'en sortir, le Parti socialiste n'a qu'une seule option. Il doit reprendre sa route en avant et la reprendre seul, du moins en partie. Et quand je dis seul, c'est sans la France insoumise. Ça mettra du temps. Non, ça mettra pas du temps parce que vous sortez d'un bon exercice aux européennes, qu'aujourd'hui l'instabilité politique qui sévit peut leur ouvrir beaucoup de voies. Moi, j'ai même tendance à penser que le rapport de force
à gauche aujourd'hui est similaire à celui qu'on avait en 2012, avec un PS qui serait légèrement plus haut que la France Insoumise. Et en fait, tout ça pour dire c'est un énorme gâchis. C'est un énorme gâchis parce que chacun a joué sa carte en solo, parce qu'Olivier Faure n'a pas forcément relevé le niveau du Parti Socialiste comme il aurait dû. Et alors surtout, ce qui est au-dessus de mes forces, c'est Marine Tondelier qui ne dispose d'aucun mandat, il me semble, si ce n'est celui de conseillère municipale, qui a perdu toutes les élections auxquelles elle s'est présentée et qui continue quand même d'avoir une voix aussi pesante au sein de la gauche. Il faudra qu'on m'explique à un moment. Pour ceux qui pourraient craindre un rapprochement entre LFI et le PS, et je suis dans cela, il suffisait de regarder la tête de Manuel Bompard pendant que Boris Vallaud faisait son discours. Je suis totalement rassuré. Il ne se passera rien entre eux, Philippe. Moi, je crois que ce qui sera le juge de paix si jamais il y avait une dissolution, ce sera l'envie de ne pas perdre son siège. Et que donc le Parti Socialiste fera à nouveau alliance avec la France Insoumise. Je mets mon petit billet sur la table. Alors là, moi, je serais moins pessimiste. Je pense que c'est le moment d'aller faire la guerre pour le Parti Socialiste et de coller des candidats dans toutes les circos où il y aura un candidat LFI. Il sera atomisé. Allez, vous restez avec nous dans un instant, l'info un plus. On va revenir sur cette, bien sûr, démission de François Bayrou et des pots de départ qui s'organiseraient devant un grand nombre de mairies françaises. On en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à Sud Radio de pouvoir m'exprimer et pour la qualité de vos informations. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus. Et autour de cette table, Philippe David, bien entendu, Philippe Bilger aussi, et puis Samuel Botton et vous au 0826 300 300. Aude vous attend au standard, bien entendu. Et tout de suite, l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et bonsoir Baptiste Ellemettet. On va revenir sur Philippe Poutou, patron du NPA, le parti anticapitaliste, qui organise un rassemblement ce lundi devant l'hôtel de ville de Paris à 20h pour fêter la fin du gouvernement Bayrou. Et oui, la fête en cas de défaite. Des pots de départ devraient être organisés un peu partout en France pour célébrer la démission de François Bayrou. Mis à part à Paris, c'est à Nantes, Le Havre, Tours ou encore Brest que le mouvement devrait être suivi. L'initiative engagée par le NPA, nommée Bye Bye Bayrou, a beaucoup été relayée sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, et appelle aussi à préparer la grève de mercredi. Donc, nous avons avec nous Jean-Marc Dumoulin, maire de Villemur-sur-Tarn. Monsieur le maire, est-ce que le mouvement va être suivi chez vous? Et est-ce que vous comprenez cette initiative de Philippe Poutou? Oui, bonsoir. Écoutez, oui, je crois qu'on est à une époque, malheureusement, de gens qui aiment bien aller danser sur des tombes. Le problème, c'est qu'ils sont complètement inconscients d'imaginer que c'est pas la leur qui creuse aussi. La démocratie, elle souffre de mots profonds, mais excessivement profonds. Alors effectivement, on pourra détricoter des groupes politiques tels qu'ils étaient constitués aux dernières législatives, mais il y a deux irréductibles camps qui vont pas bouger, c'est les abstentionnistes qui seront de plus en plus nombreux, et on le voit chez nous, et en même temps les gens qui vont être radicalisés sur des on dirait des doctrines factuelles et pas forcément idéologiques. Et là, on se rend pas compte que la politique, c'est pas un jeu, la République, c'est pas un jeu, et la situation de la France, c'est pas un jeu. Monsieur le maire, vous avez totalement raison. De Philippe Poutou, on ne pouvait pas espérer la moindre délicatesse démocratique, mais tout de même, dans une situation comme celle-là, faire croire qu'on peut tomber dans une allégresse parce qu'on va bloquer la France et qu'un Premier ministre va partir, c'est tout de même hallucinant. C'est dramatique, mais enfin, écoutez, si vous avez entendu les propos de Mathilde Panot, de Boris Vallaud, mais enfin, je veux dire, mais on n'a qu'à tondre aussi des fonctionnaires qui ont conseillé des ministres, je sais pas. On est dans une décadence intellectuelle, humaniste, terrifiante. Le dogme, quel qu'il soit, est en train de reprendre force et vie dans nos pays qui avaient pourtant effectivement une qualité sociale et relations sociales importantes. Samuel Botton. Je suis très sensible au discours que vous avez développé. J'ajouterai ceci. Mitterrand a écrit le coup d'État permanent et il a alimenté toute la classe politique que nous avons aujourd'hui, du moins à gauche. Jean-Luc Mélenchon ne s'en cache pas, c'est son livre de chevet et c'est ce à quoi il s'emploie depuis de nombreuses années maintenant. Venant de Philippe Poutou, ça ne m'étonne pas parce que ça colle aussi... il est dans son rôle. Il est dans son rôle, ça colle au personnage. Bon, je lui dirais juste ceci. Les Français n'attendaient pas ça pour faire un apéro. Mais pourquoi pas
Et surtout pas vous, Samuel. Non, il a raison. Mais on est dans la posture permanente. Jean-Marc Dumoulin, parce qu'il nous reste... Bonsoir, il nous reste très peu de temps. Sur le terrain, vous êtes maire et un petit peu plus aussi. Est-ce que vous sentez quand même que on est enfin, en tout cas, vos administrés sont un peu désœuvrés de cette politique? Ah mais ils sont pas désœuvrés, ils sont désolés. Le problème c'est que ça se ressent, c'est que si vous voulez l'opprobre qu'on jette sur les élus à un niveau national, on a la même nous au niveau local maintenant. Les gens s'insultent, ne se parlent plus. Et effectivement, comme l'État est défaillant, sans autorité, sans affirmation, nous laisse nous élus de territoire en première ligne et on prend tous les coups qu'on veut. Hein. Ça veut dire que vous quand même vous pensez à un nouveau mandat quand même? Mais écoutez, le problème c'est que le temps administratif est tellement long qu'effectivement, on doit accompagner les projets qu'on amène. Et puis il y a un devoir de succession. J'ai 65 ans, j'ai un devoir d'accompagnement et de succession. Si les Villemuriens me font confiance. Mais je peux vous dire aujourd'hui que j'ai jamais vécu un mandat comme ça et que c'est hautement compliqué pour les gens comme nous. Merci beaucoup Jean-Marc Dumoulin d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maire de Villemure-sur-Tarn. Merci beaucoup Baptiste. Les vraies voix Sud Radio. Et d'habitude on fait « Et si j'étais ministre, qu'est-ce que je ferais ?» Et aujourd'hui c'est « Et si j'étais président ?» Ça me rappelle une chanson de Gérard Lenormand. Oui, de la République. Emmanuel est avec nous de Suresnes. Si vous étiez président, Emmanuel, quelle serait votre solution pour sortir de cette crise politique? Bonsoir Cécile. Écoutez, la première chose, je pense que puisqu'il s'agit de nommer un Premier ministre, j'appliquerai la logique démocratique. La logique démocratique, c'est que on part du principe qu'il y a une dissolution et que donc le paysage de la Chambre des députés a été plus ou moins recomposé et en tout cas que a priori le Rassemblement national sort en étant largement le plus gros parti présent à la Chambre. Dans ce cas, la logique démocratique, c'est d'appeler... Sans coalition, vous voulez dire, hein, c'est ça? Avec ou sans coalition, de toutes les façons, la logique, c'est probablement il y aura une coalition, il y aura des gens qui iront avec le RN s'il devient l'éléphant dans la Chambre des députés. Hein. On va faire réagir Emmanuel. Allez-y. Philippe Bilger, vous pensez que... Je crois que si Emmanuel devenait président, il serait vraisemblablement un très bon président. D'ailleurs, le contraste est assez en sa faveur. Mais on pourrait imaginer que le président actuel fasse une dissolution, que le Rassemblement national, délesté de ce front républicain absurde, l'emporte, et dans ce cas-là, il nomme Jordan Bardella comme Premier ministre, et le RN montre une incompétence relative dans cette situation. Alors moi je suis d'accord. Alors Emmanuel, aujourd'hui, s'il nommait Jordan Bardella, quand on voit l'état des forces à l'Assemblée nationale, il serait censuré au bout de 15 jours. Donc on est dans une crise politique, je le répète, on n'est pas dans une crise de régime pour moi, mais dans une crise politique, et une crise politique, ça ne peut se solutionner que par les isoloirs. Samuel. Jordan Bardella, il peut être l'objet il peut être une très bonne d'abord surprise. Hein. Majorité absolue. Le Mélanie à la française, qui malgré sa jeunesse s'avère extrêmement bon manœuvrier, négociateur, etc. C'est pas parce qu'il est jeune que pour autant il sera pas bon. Oui. Samuel. Moi, si j'avais été Emmanuel Macron, au sortir de la dissolution et du résultat législatif il y a un an, j'aurais appelé un gouvernement de gauche. Pour une simple et bonne raison, m'en débarrasser dans les plus brefs délais et avoir enfin les coudées franches pour pouvoir monter un gouvernement qui corresponde avec l'idéologie d'Emmanuel Macron à ce moment-là. Au moins, Lucie Caster aurait eu un mandat. Oui, sans doute, pas long, mais elle l'aurait eu. Mais ça aurait pu être elle comme une autre. Il y avait d'autres personnalités à ce moment-là. Donc c'est ce que j'aurais fait. Tondelier, attention. Non, ça, je pense qu'on était quand même hors de portée. Après, toute la question, c'est aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense que le président, et ça va être ma maraude pendant quelques semaines, il ne doit avoir qu'une seule priorité, c'est préserver les élections municipales inédites qui vont se produire dans 6 mois. Et donc préserver le lien politique avec les Français. Donc à partir de là, j'irai chercher éventuellement une personnalité qui puisse contenter du Parti Socialiste, voire même jusqu'au Rassemblement National. Et je pense qu'il en existe au moins 1 sur 100 000 de personnes comme ça qui peut... Vite. Un entrepreneur.
un entrepreneur qui fait autorité à la tête d'une grande entreprise française et que personne ne pensera remettre en cause. Alors après, balancez les noms 0826 300 300. Non, vous n'avez pas le temps là. Laissez le truc aller. Ça, moi, j'ai envie de dire, président Emmanuel, il y en a déjà un. Hein, Emmanuel. Emmanuel 2. Emmanuel 2. Comme en Italie. Allez, merci beaucoup Emmanuel, en tout cas d'avoir joué le jeu. Vous ferez un très bon président. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Philippe David. Oh, je vais râler sur les indignations à géométrie variable. Ça m'arrive souvent, mais là, il y en a vraiment qui dépassent toutes les limites. Oui, vous dites ça à chaque fois, mais à chaque fois, c'est pire que l'autre. Ah oui, c'est encore pire. Elle continue, variable. Mais tout de suite, on retrouve Grégoire Darico. Comment transmettre son entreprise? Fininfra Invest. Optimisez la cession de votre PME. Présente. Comment transmettre son entreprise? Céline Boissard, bonjour. Vous êtes la fondatrice de Fininfra Invest, un cabinet spécialisé dans la cession des PME. C'est notre thème du jour. On va parler ensemble de transmission d'entreprise. J'ai une première question pour vous. Pourquoi est-ce que c'est si important de bien préparer la cession de son entreprise? Pourquoi est-ce que, en fait, tout cela n'est pas juste une simple formalité? Alors, bonjour Grégoire. Alors, transmettre son entreprise, c'est important parce que ça permet de conditionner le futur de celle-ci et du dirigeant. Il faut savoir qu'en France, une transmission sur deux n'est pas préparée. Elle n'est pas anticipée à la fois d'un point de vue managérial, d'un point de vue entrepreneurial et d'un point de vue patrimonial aussi pour son dirigeant. Donc concrètement, il faut faire 2 bilans. Un premier qui est de l'ordre plutôt personnel. Oui. Pour le dirigeant, est-il prêt? Quel est son projet post-cession? Quels sont ses besoins financiers futurs? Et d'un point de vue professionnel, quid des 3 derniers exercices de l'entreprise? Quelles sont ses performances? Est-elle en croissance? Beaucoup de dirigeants ne réalisent pas que la vente, c'est aussi un projet de vie pour l'entreprise et un projet de vie personnel. Et on ne vend bien que ce que l'on a bien préparé, à la fois dans sa tête, ses chiffres et dans son organisation. Donc une fois qu'on a réalisé ce point d'étape, qui est crucial, quelles sont les actions concrètes à mener pour bien valoriser son entreprise? Alors, il faut agir sur différents leviers, mettre en œuvre un plan d'action. Il va falloir regarder des leviers tels que la rentabilité de votre entreprise, tels que la trésorerie, l'endettement de celle-ci, mais aussi des leviers très importants liés à des notions commercial, quelle est votre dépendance à certains clients? Est-ce que votre portefeuille client est en phase avec les tendances de votre marché? Sécuriser la propriété intellectuelle de votre marque, des contrats éventuellement clients ou fournisseurs que vous auriez. Et puis, avoir un regard sur la structuration de votre équipe. Quid de son autonomie, renforcer les compétences, le management, par exemple. Faut savoir qu'un repreneur va chercher non seulement une entreprise rentable, mais une entreprise idéalement qui sera bien structurée et prête à fonctionner sans son fondateur. Finalement, est-ce qu'il faut faire un audit volontaire même avant de trouver le repreneur? Oui, tout à fait, Grégoire. On appelle ça un vendor due diligences. C'est un petit peu comme si on faisait sa révision de voiture avant le contrôle technique. Le principe étant d'identifier les points forts de votre PME, de corriger les éventuelles faiblesses avant que les acquéreurs ne les découvrent, ce qui vous permettra de gagner en crédibilité, en transparence pendant les futures négociations. Donc, l'idée étant de mener un diagnostic à la fois comptable, juridique, commercial, organisationnel et plus encore en fonction des besoins. Il faut savoir que c'est également un excellent outil de pilotage stratégique pour votre PME. Ça évite les mauvaises surprises. Céline, j'aime bien vous demander votre retour terrain. Quelles sont selon vous les erreurs à éviter? Alors, parmi certaines erreurs que l'on rencontre, il y a des dirigeants qui me disent vouloir cesser d'investir dans leur outil de travail, si je puis dire ainsi, parce qu'ils rentrent dans un projet de cession. Il faut savoir que c'est un mauvais signal potentiellement qui peut être envoyé aux acquéreurs. Continuer à investir montre aussi que vous croyez en l'avenir de votre entreprise. Ensuite, certains dirigeants sont réticents à partager certaines informations, données confidentielles concernant leur entreprise. Un acquéreur sérieux va attendre un minimum de transparence. Il existe des moyens pour protéger vos données et de sécuriser la confidentialité à travers des processus bien rythmés de communication de l'information. Et puis certains dirigeants me disent souvent qu'il est trop tôt pour vendre.
En France, aujourd'hui, 2/3 des cessions d'entreprises se font avec des dirigeants qui ont moins de 60 ans. Pour résumer, n'attendez pas la retraite. Vendre à temps, c'est vendre mieux, et puis ça vous permet aussi de sélectionner le bon profil d'acquéreur et qui vous permettra d'assurer la cession de votre entreprise. Merci beaucoup Céline Boissard. Comment transmettre son entreprise? Avec Fininfra Invest, optimisez la cession de votre PME. Allez, restez avec nous. On revient dans un instant avec Philippe David. Je vais encore râler sur les indignations à géométrie variable, mais qui vont toujours dans le même sens, ce qui commence sérieusement à me fatiguer, ma chère Cécile. Voilà, le vote devrait tomber dans quelques instants. 0826 300 300. Si vous voulez commenter avec nous, vous êtes les bienvenus. Aude vous attend au standard et on est ensemble avec toute l'équipe jusqu'à 21h. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus. Chers amis, autour de cette table, Philippe Bilger, Philippe David bien entendu et Samuel Botton. Ça y est, la confiance a été rejetée. Contre à 360 voix. Vous pouvez nous appeler bien entendu et vous pouvez commenter au 0826 300 300. Aude vous attend au standard et tout de suite la question du soir, Philippe. Oui, la question du soir. Est-ce que pour vous, quel gouvernement souhaiteriez-vous comme maintenant le gouvernement de Bayrou fait partie du passé? Eh bien, vous souhaitez à 49% un gouvernement de droite, à 43% un gouvernement de la société civile, à 1% un gouvernement du centre et à 7% un gouvernement de gauche. Vous voulez réagir? Venez nous dire quel gouvernement vous espérez maintenant au 0826 300 300. Et je rappelle que nous serons en édition spéciale jusqu'à 21h avec Cécile de Ménibus et Samuel Botton qui restera avec nous. Philippe Bilger nous faisant une infidélité. Et on aura avec nous deux experts politologues, oui. Luc Gras et Arnaud Benedetti. Absolument. Vous pouvez d'ores et déjà nous appeler 0826 300 300. On va revenir sur ce contre à 364 députés, Philippe. Et l'autre chiffre, 194. Ah ben il n'est pas ridicule. C'est ce que je voulais vous dire. On se demandait entre 50 absolument. Et 150. Je trouve que le score de défiance, si j'ose dire, dont a pâti François Bayrou, évidemment est net, personne n'en doutait, mais je trouve qu'il n'est pas ridicule. Allez. Ça veut dire qu'on a tout de même fait son... Non, mais allez-y, c'était juste pour commenter. Ça montre qu'il y a un certain nombre de députés qui peut-être ont compris l'urgence de la situation dans le groupe central. Voilà, on en parlera bien entendu dans une dizaine de minutes. En attendant, c'est le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe dans le 7e arrondissement de Paris. Pourquoi le 7e arrondissement? Parce que c'est là, dans une brasserie, qu'ont été filmés 2 journalistes du service public et 2 dirigeants du Parti socialiste, discutant doctement de comment dézinguer la candidate Rachida Dati lors des municipales à Paris et comment faire le sillon de Raphaël Glucksmann pour la prochaine présidentielle. Je ne rentrerai pas plus dans le détail de la conversation, mais sur les cris de vierges effarouchés de Patrick Cohen et Thomas Legrand, outrés d'avoir été filmés à leur insu, des cris d'orfraie qui prêtent à rire quand on ressort quelques souvenirs pas si vieux que ça. Et on l'a entendu, je le dis assez fermement, grâce à la saine curiosité d'un journaliste qui a eu la bonne idée de solliciter des étudiants pour voir ce que pouvait dire un personnage politique aussi important dans une enceinte universitaire. Je rappelle que c'est pas un bureau politique de LR qui a été espionné, c'est pas un rendez-vous secret. Une enceinte scolaire ou universitaire, c'est un endroit public. Bien sûr, la loi dit qu'on ne doit pas enregistrer les gens à leur insu, mais il y a une démarche journalistique, moi, qui me semble tout à fait légitime. Vous avez reconnu la voix de Patrick Cohen, version 2018, au micro de France 5, qui parlait, je cite, de saine curiosité d'un journaliste pour parler d'une personne qui avait enregistré Laurent Wauquiez à son insu. Le même Patrick Cohen qui affirmait qu'une enceinte universitaire était un lieu public, mais qui semble aujourd'hui penser qu'une brasserie n'en serait pas un. Mais ce n'est pas tout. On écoute ceci. Les bandes sonores récupérées par le site Info Mediapart, que l'on a entendu sur les radios mais très peu à la télévision, sont des objets journalistiques tout à fait conformes à l'exercice de notre métier. Mediapart est un site internet composé de journalistes professionnels. Ils ont obtenu ces bandes, ils ne les ont pas volées, ils ont vérifié leur véracité et ils ont jugé leurs sources fiables. Et cet enregistrement, Thomas, apporte en plus des tas d'informations. Oui, des informations très éclairantes sur la façon dont une partie du monde économique
économiques et financiers utilisent le monde politique et sur la façon dont une partie du monde politique se laisse volontiers ainsi utiliser. La voix que vous avez entendue est celle de Thomas Legrand, version 2010, au micro de Nicolas Demorand sur France Inter, qui trouvait parfaitement normal que Mediapart ait diffusé des écoutes dans l'affaire Bettencourt, des écoutes faites à l'insu de Liliane Bettencourt par son majordome et transmises à Mediapart. Mediapart qui est, selon Thomas Legrand, composé de journalistes professionnels qui ont obtenu ces bandes, qui ne les ont pas volées. Comme les journalistes de l'Incorrect, qui ont filmé eux-mêmes dans un lieu public, contrairement au majordome de Liliane Bettencourt, mais qui eux se voient cloués au pilori. Mais donnons raison pour conclure à Thomas Legrand lorsqu'il affirme que les enregistrements de Liliane Bettencourt apportent des informations très éclairantes sur la façon dont une partie du monde économique et financier utilise le monde politique et sur la façon dont une partie du monde politique se laisse volontiers ainsi utiliser. Tout comme les vidéos de l'Incorrect nous montrent la connivence entre journalistes du service public et dirigeants du Parti socialiste, la morale de l'histoire est que, comme toujours, les indignations sont à géométrie variable selon qui est visé et selon le côté politique du média qui sort l'information. Si nous avions du temps, on pourrait discuter, mon cher Philippe, votre excellent biais sur le plan de la... Vous mettez ensemble, bien sûr, la conférence de Wauquiez, l'affaire Mediapart, et puis ce qui s'est passé dans le café. On pourrait le discuter. Mais là où je vous rejoins totalement, les fantasmes qu'on avait sur la partialité de France Inter, on n'a plus besoin de les avoir parce qu'on a la concrétisation de la partialité absolue de cette radio, notamment à l'encontre de Rachida Dati, si j'ose dire, le roi est nu. Allez, j'aurais voulu, Philippe, vous voir plus dur et dans le même registre sur la question des magistrats. Juste pour revenir sur ce que vous avez dit, mon cher Philippe, vous avez peut-être raison sur le côté vierge effarouchée, tout ça. Par contre, moi, ce qui me chagrine dans cette histoire, et alors soit je comprends pas le français, soit je suis stupide. Je l'ai écouté une bonne vingtaine de fois, l'extrait. Oui. Je n'y ai trouvé aucun problème. À titre personnel, j'ai bossé pendant 1 an et demi à l'Assemblée nationale. Tous les cafés du 7e, le Bourbon et autres, je les ai fréquentés. Des conversations comme ça, des centaines par jour, et j'en ai même assisté à des bien plus problématiques. Aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est une conversation strictement théorique entre des journalistes et des cadres d'un parti, comme il peut y en avoir des centaines. De vouloir prêter des intentions sur le fait de dézinguer Rachida Dati, ce n'est pas du tout ce que j'ai entendu. Moi, ma lecture, elle est la suivante. Rachida Dati a des casseroles, elle peut faire de la fake news quand ça lui arrive et on sera là pour débunker tout ça. Et sur le reste, si on en est à s'offusquer d'une prise de parole où on reconnaît que Glucksmann sur une présidentielle, c'est 32% tout mouillé, c'est qu'à un moment, on passe à côté clairement du sujet qui est traité. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucun problème à cette conversation-là. Elle existe avec des journalistes du service public et des politiques de droite et avec bien d'autres médias. Et moi-même, j'ai pu y contribuer à un certain moment. Donc cette discussion n'est pas un problème. Après, sur la question des écoutes, je suis pour que tout le monde soit logé à la même enseigne. Ah bah voilà. Sur Rachida Dati, mon cher Samuel, je sais ce que vous allez dire, Philippe, je suis pas d'accord. Non, elle est très claire et remettez dans le contexte de la vidéo. Elle a été faite au mois de juillet, juste après la charge de Rachida Dati sur Patrick Cohen. Et à ce moment-là, déjà, parce qu'on a eu ce débat, vous et moi, sur Sud Radio, on a évoqué le cas de Rachida Dati et de toutes les affaires qu'elle avait. Donc, sur le contexte, je pense que j'ai bien compris. On s'en occupe. On s'en occupe. Ça veut dire, et moi, c'est comme excusez-moi, on s'en occupe. Et il ajoute Patrick Cohen aussi. Il y a, là, vous êtes un innocent. Bien sûr, ça m'arrive. Mais si ça peut vous rassurer, on gagne pas une présidentielle avec un électorat. Il est très bien payé par le PS. Allez, vous restez avec nous. La question du soir avec François Bayrou, qui était donc ce 8e Premier ministre depuis Emmanuel Macron, avec cette question du jour, Philippe. Oui, quel gouvernement souhaiteriez-vous, puisque maintenant nous n'avons plus de gouvernement? Eh bien, vous êtes 49% sur Twitter à souhaiter un gouvernement de droite, à 43% de la société civile, à 1% un gouvernement du centre et à 7% un gouvernement de gauche. Venez nous dire quel gouvernement vous attendez au 0826 300 300. Et puis je rappelle que François Bayrou a perdu, en tout cas rejeté sa confiance. Ils sont 364 à l'avoir rejeté contre 194 pour. Allez, vous restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 21h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile de Ménibus. Et Philippe David, bien entendu, on est ensemble jusqu'à 21h cette fois-ci. Si vous passez dans le coin, apportez-nous des frites.
Ah oui, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ah oui, avec un peu de sauce. Un peu de sauce. Et puis il faut quand même un petit peu de partie carnée avec. Oui, oui. Non. Un petit peu de vin rouge. La nuit va être longue avec Philippe Bilger, bien entendu, et puis Samuel Botton. On vous souhaite la bienvenue. 0826 300 300. Vous pouvez venir, bien entendu, mais nous appeler surtout. On sera ravis d'avoir votre avis après ce vote de confiance qui a été rejeté. Et je le rappelle, contre 364 pour 194. Avec cette question du jour, Philippe. Oui, avec cette question du jour, quel gouvernement souhaitez-vous maintenant que le gouvernement est tombé? Eh bien, vous dites à 49% un gouvernement de droite, à 43% un gouvernement de la société civile, à 7% un gouvernement de gauche et à seulement 1% un gouvernement du centre. On attend vos appels au 0826 300 300. Philippe, on le disait tout à l'heure en teasing, finalement, c'est moins pire que l'on pensait. Absolument. Moi, je craignais un écart beaucoup plus net entre la défiance et la confiance. Tout à l'heure, j'évoquais la possibilité d'un Premier ministre comme Bruno Lombard, mais immédiatement, à peine ai-je pensé cela, qu'il y aurait eu le problème du fait que lui-même a participé à cette construction d'un budget ou d'un constat désastreux. Il y a une personnalité que j'aime beaucoup, mais à partir du moment où je pense qu'on ne peut pas se passer d'un Premier ministre de droite, compte tenu du fait que la France, à mon avis, est majoritairement à droite, mais qu'en même temps, cette personnalité doit s'accorder avec le PS. Je pense à quelqu'un comme Philippe Juvin. Je suis persuadé qu'il aurait ses chances, mais je lance cette bouteille à la mer et Premier ministre dans la virtualité. D'accord, ok. Philippe David? Alors, moi, je crois qu'aujourd'hui, la situation est intenable en l'état. On ne peut pas rester avec la même Assemblée nationale ou on ne peut pas rester avec le même président ou les deux. Parce que cette Assemblée est ingouvernable. Un gouvernement d'union nationale, je n'y crois pas. Non. Pour une bonne et simple raison, c'est que ce n'est pas dans la culture politique de la France. C'est pas dans la culture politique de la France, avec en plus un autre problème, c'est que vous avez vu le contre-budget du Parti Socialiste. C'est des impôts, encore des impôts. C'est vrai, ça rappelle une citation. Même si les Français ont rêve de l'union nationale. Toujours, Philippe. J'en suis pas si convaincu que ça. Mais donc, toujours plus d'impôts. Est-ce que vous croyez que les LR peuvent valider un budget qui veut mettre encore plus d'impôts dans le pays le plus taxé du monde? C'est tout simplement impossible. Donc, je crois que la situation est intenable. Mais je le répète, et je vous donne la parole, Samuel, nous ne sommes pas dans une crise de régime, nous sommes dans une crise politique. Allez-y. Je trouve le sondage et les résultats très intéressants et ça devrait peut-être nous guider sur la suite, à savoir où il va falloir forcément à un moment des personnes issues de la société civile et il va falloir muscler ça avec des profils politiques. Et c'est là que peut tenir la corde effectivement de ce gouvernement-là, avec des personnalités de droite, des personnalités de gauche. Et par contre, pour rebondir sur le point de Philippe David, sur la question des impôts avancés par le Parti Socialiste, si négociation il y a, vous vous doutez bien qu'il va y avoir des compromis un peu de tous les côtés. Alors après, la question, c'est est-ce que ces gens-là sont capables de s'asseoir ensemble à une table, de discuter et d'en sortir par le haut? Là, c'est moins sûr. Mais pareil, reconvoquer des élections alors qu'on va avoir des municipales extrêmement importantes et inédites, je trouve que ce serait une bourde monumentale. Allez, on écoute Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, qui proclame les votes. Les résultats. Nombre de votants 573, nombre de suffrages exprimés 558, majorité absolue des suffrages exprimés 280, pour l'approbation 194, contre 364. L'Assemblée nationale n'a pas approuvé la déclaration de politique générale. Conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. La séance est levée. Avec des réactions, bien sûr, qui tombent très vite. Mathilde Panot a déjà dit, c'est l'imposture de la Macronie qui éclate au grand jour, Philippe Bilger. Je vais dire, je crois que c'est Talleyrand qui disait cela ou un autre. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Quand on voit l'arrivée à l'Assemblée nationale de députés LFI adultes entourant leur gourou Jean-Luc Mélenchon avec une espèce de dépendance et d'obséquiosité politique, on
on ne peut rien tirer de déclarations dont, par exemple, Mathilde Panot. Et c'est ce qui fait craindre pour le futur politique de la France. Alors, la bonne solution serait quoi, Philippe David? C'est de se dire, on nomme quelqu'un très vite, comme ça, le 10 septembre arrive avec le 18 derrière, ou on le nomme pas en disant, voilà, au moins, il n'y aura pas de Premier ministre punching ball. Alors déjà, être punching ball, c'est rarement une vocation, comme vous le dites, sauf à avoir quelques penchants masochistes, mais là, j'ai pas de nom qui me viennent en direct, par Philippe Bilger, bien évidemment, pour bien le connaître. Mais à mon avis, je le dis, ça ne peut passer que par les urnes. En revanche, trouver un Premier ministre, après en avoir eu quand même, faut rappeler une chose, je rappelle juste ce sera le 9e, là, le prochain. Voilà, Emmanuel Macron est le président qui aura usé le plus de Premiers ministres. Rappelons-nous quand même une chose, ça fait 8 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, le général de Gaulle y est resté 11 ans, en 11 ans, il a eu 3 Premiers ministres, d'accord, dont un après les événements de mai 68, pour un délai, laps de temps très court. Moi, je crois que la seule solution, c'est d'aller aux urnes. Ou alors, de nommer un Premier ministre qui penchera plutôt à droite, qui pourra s'accorder le bon vouloir du groupe RN. Alors, évidemment, c'est Sébastien Lecornu qui est nommé dans ce domaine. Mais la question qui se pose, est-ce que dans ces cas-là, il ne s'attirerait pas les mauvaises grâces de la gauche, de la Macronie? Donc, comme on est dans la quadrature du cercle, écoutez, il faut renverser la table. Samuel Botton. Je ne sais pas vraiment quoi dire parce que la situation est relativement inédite. Et Ce qui est bien, c'est qu'avec Emmanuel Macron, depuis, tout est inédit. C'est ça. Oui, tout est inédit. Alors après, juste pour rebondir sur ce que disait Philippe, sur le premier mandat en termes d'usure de Premier ministre, ça n'avait pas si mal commencé. Nous n'en avons eu que 2, si je ne dis pas de bêtises, Édouard Philippe et Jean Castex. Tout se complique par la suite parce que, comme vous l'avez dit, encore plus sur la deuxième élection, c'est un président par défaut qui a été élu et qui a dû naviguer à vue avec ce qu'il avait sous la main. Aujourd'hui, je pense qu'Emmanuel Macron, moi je serais lui, je jouerais la montre. J'ai un record de 51 jours qui est en cours. Pourquoi ne pas le battre? Donc c'est le temps qu'il avait mis avant de nommer Michel Barnier à Matignon. Alors à l'époque, il y avait des circonstances exceptionnelles. Les Jeux Olympiques, des échéances qui nous attendaient. Là, aujourd'hui, je laisserais au moins passer le 10 et le 18... histoire d'en faire un non-événement autant que possible, et après se remettre en ordre de marche. Mais l'équation, c'est toujours la même. Aujourd'hui, de où à où vous pouvez rassembler, quelles sont les bonnes options qui ont des chances de survie, et là-dessus, je reste relativement pessimiste. Donc vous voyez, je suis quand même capable d'un grand écart intellectuel et de contradiction. C'est-à-dire que d'un côté, je vois d'un très mauvais œil une prochaine dissolution, et en même temps, le chemin sera très long. Certains, Philippe Bilger, ceux qui se présenteront, c'est pour vous de la conviction ou c'est de l'ego? Il y a les deux. Heureusement, comme nous ici, ma chère Cécile, on vient avec bonheur aux vraies voix. C'est la satisfaction de l'ego, surtout lorsqu'on ne me contredit pas. Et deuxième élément, c'est un grand bonheur intellectuel. Donc c'est pareil pour eux, il y a de l'ego, et un ego qui ne domine pas l'intérêt national, parce que pour venir, on l'a dit tout à l'heure, notre auditeur l'a confirmé, c'est pas évident de devenir Premier ministre dans cette nasse politique absolue. Allez, le 0826 300 300 avec Peter qui était avec nous et qui nous appelle d'Évian-les-Bains. Bonsoir, en Haute-Savoie. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Enfin, en tout cas, merci de nous avoir appelé au 0826 300 300. Vous verriez quoi comme Premier ministre ou comme Première ministre? Déjà, bonsoir à tout le monde. Premier ministre, là comme ça, je ne sais pas. Déjà, je pense, moi je suis assez de l'avis de Philippe David. Il faut renverser la table. Je pense que les gens et les Français en règle générale en ont un peu assez de ce qui se passe en ce moment et de toutes ces espèces de comment dire de coquinage, de bonnes de tambouille, c'est ça, de tambouille politique. Ouais, exactement, de tambouille politique. Là, j'ai lu à l'instant que le RN était contre la destitution du président. Pour des gens qui se disent contre le gouvernement en place, bon bah voilà, ça les, enfin c'est un peu déroutant pour tout le monde. Est-ce que ça veut dire que vous voulez quelqu'un en dehors du cercle politique, donc la société civile?
Je pense que il faudrait repartir là-dessus. Après, c'est toujours très compliqué. La politique reste la politique. Les gens de la vie publique sont pas forcément tous très au fait de ce genre de choses, mais au moins avoir des conseillers ou des personnes dans l'entourage de politique qui soient quand même beaucoup plus qualifiés et en tout cas moins hors sol que ce qu'on voit actuellement. On va faire réagir Philippe. Mais ça c'est vrai. Moi je suis totalement d'accord avec ce que dit Peter. Le souci c'est que on a un président, il parle du personnel politique hors sol, qui, on peut le dire, ne s'est pas entouré des meilleurs en général au gouvernement. Pour moi, dans le gouvernement qui vient de tomber, il y en avait 2 qui tenaient la route, ça fait pas beaucoup, hein. C'était Darmanin et Retailleau. Il y en avait 2 qui tenaient la route. Le reste, c'était un peu... Ils sont pas partis. Et le Cornu. 3, autant pour moi. Dans le régalien, le Cornu, vous avez raison, qui est dans ce domaine qui était bon. Mais il y a la personnalité d'Emmanuel Macron quand même qui joue. Bien sûr. Parce que regardez aujourd'hui les relations qu'il a par exemple avec Gabriel Attal. On parlait du tout à l'ego avec Philippe Bilger, mais là on va être dans une guerre des égos en plus d'être dans une stratégie politique en pensant à la prochaine présidentielle. On est dans la quadrature du cercle. C'est pourquoi je dis moi la seule solution c'est de revoter pour la présidentielle. Ce qui me fait très peur dans votre formule, d'ailleurs vous approuvez Peter qui vous approuve, renverser la table. Mais renverser la table c'est une élection présidentielle. Oui, mais voilà. Ce qui me fait peur, on a encore quelques temps pour agir. Et donc, vous risquez d'exacerber un désordre déjà trop intense. Allez, vous avez 20 secondes, Samuel. Non, je répondrai à Philippe en lui disant que des premiers ministres et des présidents qui se sont bien entendus, il y en a eu que 2 et à chaque fois c'était le même président, c'est Chirac de Villepin et Chirac Raffarin. Pour le reste, citez-moi un président qui a aimé son premier ministre et qui ne l'a pas coulé. Jusqu'à l'affaire Markovitch, De Gaulle, Pompidou, c'était plutôt pas mal. Ça reste relativement ancien, mais tu notes qu'à partir de Giscard, et hormis cette parenthèse enchantée que je t'ai citée... Ça y est, on se tutoie, 19h30 c'est l'apéro, on commence à se tutoyer. En parlant de Giscard, il avait passé pour me mettre un coup de barre. Macron, Castex, c'était impeccable. Merci beaucoup, Éric Lombard. Non? Oui? Non? Allez, bon. Éric Lombard. J'ai pas osé. Allez, Philippe Bilger, merci beaucoup. Samuel Boto, vous restez avec nous. On sera ensemble jusqu'à 21h avec Philippe David dans un instant, puisque François Bayrou était ministre de l'Éducation nationale à un moment donné. On va parler des parents d'élèves quand même. La FCPE en action qui sera avec nous. On reviendra justement sur les grandes orientations, évidemment, avec Aurélie Gros et Stéphane Bellet, puisque comme tous les lundis soirs, ce sont les vraies voix citoyennes sur Sud Radio. Et on reparle bien sûr de ce rejet de la confiance à partir de 20h jusqu'à 21h. On vous attend au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons